non invité à la fête est traité de erreur. Maintenant, il supplie sans arrêt. Je me souviens de la seconde exacte où tout a basculé. Pas juste un mauvais moment. Un de ces coups qui te transpercent la poitrine et te laissent à bout de souffle en perdant qui tu croyais être. C'était un samedi après-midi. Je n'étais censé être nulle part de spécial. Juste des courses, de celles qu'on oublie 5 minutes après les avoir faites. Puis j'ai tourné au coin de la rue, celle de mon frère Harrison. Au début, je n'ai pas vraiment réalisé. Les voitures, la musique, la foule qui débordait dans le jardin. Mais ensuite, j'ai vu le monospace, celui de mon oncle, puis le SUV argenté de ma mère, la petite voiture bleue de ma cousine Vanessa, toute la parade de voitures de la famille dans l'allée. Et c'est là que j'ai compris. Il y avait une fête, une grosse, chez Harrison dans sa nouvelle maison. Un château gonflable qui bougeait dans la brise, des enfants qui criaient de joie, des adultes qui bavardaient sous des tonnelles. Quelqu'un avait même loué ces grands chauffages de terrasse. La musique était forte. Cette playlist Spotify, barbecue en famille, que seul Harrison pouvait aimer. Je me suis arrêté et je suis juste resté là, assise, le cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. J'ai vérifié mon téléphone. Rien. Pas de message, pas d'appel, pas d'invitation. J'ai ouvert la discussion familiale. Le dernier message était un selfie d'Harrison avec maman et papa, légendé. Je n'aurais pas pu y arriver sans ma famille. Je n'étais pas sur cette photo. Je n'étais pas l'un de ces gens. Au début, je me suis dit, peut-être que c'était une fête surprise. Peut-être que j'étais invité, mais le message ne leur était pas parvenu. Peut-être que je dramatise. Mais je n'étais pas naïve. J'étais juste d'une manière stupide, encore pleine d'espoir. Alors j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Je l'ai appelé. Il a décroché, distrait. On entendait la musique en fond, des rires, des verres qui s'entrechoquent. Oui, a-t-il dit. Salut, j'ai dit, essayant de paraître détendu. Je passais devant chez toi, on dirait qu'il se passe quelque chose. Silence. Juste le bruit de la fête au loin. Puis, il a dit ça. Pourquoi on t'inviterait? Froid. Pas méchant, ce qui rendait ça encore pire. Simplement glacial. Comme si j'étais un nom rayé d'une liste d'invités sans y penser. J'ai ri nerveusement. Ah oui? C'est bon ça. Mais sérieusement, je devrais venir ou... Et là, je l'ai entendu. Ma mère, claire comme le jour, juste derrière lui. Cette maison n'est pas faite pour les erreurs comme toi. Puis, clic, il a raccroché. Et je suis resté là, la voiture au ralenti, la musique qui s'échappait encore de la fête comme une bande-son cruelle. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis juste resté dans ce silence épais et étouffant qui vient quand quelqu'un arrache la dernière pièce de ce que tu croyais être. Ils ne m'ont pas juste exclu, ils m'ont effacé. Et tu sais quoi? Peut-être que j'en avais besoin, parce que quelque chose en moi, cette part qui s'accrochait à l'idée qu'un jour, il me verrait, m'écouterait, me choisirait, cette part est morte à cet instant. Et qu'est-ce qui l'a remplacée? Pas l'amertume, pas la vengeance, pas encore. La clarté. La clarté que je ne supplierai plus jamais pour une place à une table qui n'a jamais été dressée pour moi. Que je cesserai de m'effacer pour devenir la version préférée d'eux, le fils idéal. Que je ne répondrai plus jamais à des gens qui ne m'ont jamais appelé autrement que déception. Mais voilà ce qu'ils n'avaient pas prévu. Ce rejet qu'ils ont servi sur un plateau d'argent, c'était une étincelle. Et 4 semaines plus tard, ils ne riaient plus. Ils appelaient, ils suppliaient. Mais je ne répondais pas. En partant, le silence dans la voiture était assourdissant, brisé seulement par l'écho de leurs mots. Personne ne veut de toi ici. Une erreur comme toi. Ce n'était pas juste la douleur immédiate. C'était le poids écrasant d'une vie à être la pensée après coup, le moins que rien, l'enfant problème désigné. Ce n'était pas un retournement soudain, c'était l'aboutissement brutal de l'histoire de notre famille. Harrison a toujours été l'enfant chéri, celui qui correspondait parfaitement au modèle que mes parents avaient nous créé. Moi, j'étais le contraste, celle qui posait des questions, qui peinait à répondre à leurs attentes, qui n'était jamais à la hauteur. Des genoux écorchés qu'on m'attribuait quand Harrison me poussait, à son accident de voiture caché pendant que j'avais droit à une leçon, le schéma s'est mis en place très tôt. Ils ne pouvaient rien faire de mal. Mon existence était souvent perçue comme une gêne dans leur image parfaite. En grandissant, cette dynamique a évolué des bêtises d'enfant à mon travail non rémunéré. Je suis devenu le service informatique de la famille, disponible 24h24.
La maison connectée élaborée d'Harrison, mon projet. L'Apple ID de maman constamment verrouillé, ma tâche récurrente. Les arnaques par phishing de papa, mes appels de support technique. Je réparais leur Wi-Fi, configurais leurs appareils, déplaçais des meubles lourds, tout ce dont ils avaient besoin. J'étais l'appel par défaut. La reconnaissance, habituellement inexistante, ou noyée dans des remarques méprisantes. Ma vie, mes réussites, sans importance. Leurs problèmes, leurs drames, les nouvelles d'Harrison, leur seule monnaie d'échange. L'inauguration de la maison n'était pas juste une fête manquée. C'était être publiquement, indéniablement désignée comme une étrangère par les deux personnes censées être mes piliers. Assise dans cette voiture, les années à être utilisées puis jetées se sont cristallisées en une seule et douloureuse prise de conscience. J'étais un outil, une commodité, rien de plus. Et les outils, quand on n'a plus besoin d'eux, ou qu'ils osent ressentir, on les jette simplement. Envoyer ce message, cette promesse silencieuse de conséquences, a été la première étape d'un autre chemin. J'ai arrêté de répondre. Leurs appels allèrent sur la messagerie. Leur message restait sans lecture. C'était d'une simplicité déroutante. Et leur réaction fut immédiate, presque comique dans sa prévisibilité. Ma mère a appelé, non pas par inquiétude, mais par contrariété. Les choses sont stressantes, soupira-t-elle, attendant que je me soumette. Quand j'ai dit que je n'étais plus la main-d'œuvre gratuite, elle a raccroché. Le premier test en face-à-face a eu lieu à l'anniversaire de ma cousine Vanessa. J'y suis allé, anticipant la tension, mais déterminé à ne pas leur donner la satisfaction de mon absence. L'atmosphère était lourde. Le regard désapprobateur de ma mère a été instantané. Puis Harrison est arrivé, frustré par un simple haut-parleur Bluetooth, me demandant de le réparer. Quand j'ai refusé en lui suggérant de demander à maman, son irritation a explosé. Il m'a insulté, poussé l'épaule. Les années de rancune accumulées ont éclaté, mais je suis resté calme. Recommence, et tu verras ce qui se passe. Il s'est reculé en claquant une porte, provoquant une scène qu'il allait sans doute plus tard me reprocher. Ma mère, experte en manipulation, m'a coincé ensuite, marmonnant que je faisais une scène et que je devais être reconnaissante d'être là. Reconnaissante, après avoir été traité d'erreur? L'absurdité était énorme. Mon père, complice silencieux, faisait semblant de ne rien entendre. Je suis parti peu après, le vide familier dans ma poitrine se transformant en quelque chose de plus froid, plus déterminé. En y repensant, la quantité de choses que j'ai faites pour eux m'a frappé. Les tâches sans fin, les appels nocturnes, les problèmes que je résolvais alors qu'ils ne m'offraient que des jugements. Ce n'était pas juste réparer des choses, c'était gérer une grande partie de leur vie numérique. Compte, mots de passe, configuration système, j'avais les clés de leur existence moderne. Non pas parce que j'étais curieuse, mais parce qu'ils exigeaient mon implication dans leur paresse. Ils m'ont appelé une erreur. Ils m'ont rejeté. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient et rien donné en retour. Ils s'attendaient à ce que j'attende patiemment jusqu'à ce qu'ils aient de nouveaux besoins de moi. Mais assise là, reliant leur dépendance à mes connaissances, un nouveau sentiment est apparu, froid et clair. Je ne pensais pas à enfreindre la loi, mais je voyais le levier. Ils croyaient m'avoir effacé de leur vie. Ils allaient apprendre que la personne qu'on efface est celle qui connaît exactement tous les points faibles. Le jeu n'était pas fini. Il venait juste de changer. Les jours qui suivirent la fête de Vanessa ne furent pas seulement marqués par le silence. Ils furent marqués par une action calculée. Ma décision était prise. Un retrait passif ne suffisait pas. Ils devaient comprendre plus clairement ce qui arrive quand on rompt les liens avec la personne qui fait fonctionner votre vie moderne. Mon levier n'était pas physique. Il était numérique, administratif, construit sur des années de leur paresse et de mon service non désiré. Je connaissais leur système de fond en comble, non par malveillance, mais par nécessité. Maintenant, ce savoir était un pouvoir. D'abord, la maison intelligente de Harrison, mon projet, sa dépendance. Il s'en vantait, mais ne savait pas gérer les bases. Chaque mot de passe, chaque réglage m'était inconnu. Il n'avait rien changé. Mon premier coup fut simple. Désactiver les facilités, les routines d'ouverture automatique, les lumières programmées, les réglages du climat, tout éteint. Je laissais les fonctions principales, comme le Wi-Fi, actives. Le but n'était pas un effondrement total, mais une gêne frustrante et déroutante. Que sa maison intelligente paraisse stupide. Ses appels et messages commencèrent presque immédiatement. Des demandes à peine déguisées d'aide pour ce système défectueux. Je les laissais sans réponse.
Maman s'y mit aussi, envoyant des textos exigeant que je règle les problèmes de son fils. Je l'ignorais également, pour la première fois. Cela mena à une rencontre gênante au supermarché. Elle m'accula, insistant sur les difficultés de Harrison, s'attendant à ce que je cède. Quand je refusais, disant clairement que je n'étais pas sa main-d'œuvre gratuite, elle me gifla le bras. Un petit acte public de frustration. Je m'éloignais simplement. Ensuite, je visais sa vie administrative. J'avais créé son portail HOA. Je connaissais ses identifiants. Leur HOA était notoirement strict. Je commençais à signaler sur le portail des infractions mineures, mais réelles. Poubelle sortie trop longtemps, pelouse irrégulière, clôture en mauvais état, stationnement sur la pelouse. Je n'inventais rien. Juste, je m'assurais que ces problèmes existants soient remarqués. Bientôt, les amendes commencèrent à arriver. Harrison, bien sûr, me soupçonnait. Il se plaignit à papa, qui m'appela. Je laissais sonner. C'était profondément ironique. Pendant des années, j'avais géré leurs échéances, leurs systèmes. Maintenant, j'utilisais cette même connaissance pour les forcer à faire face aux conséquences de leur propre négligence. Pendant ce temps, les problèmes chroniques d'Apple ID de maman persistaient. Ces messages frustrés encombraient le chat familial. Ma seule réponse, adressée clairement au groupe, demandait à Harrison. C'est lui le génie. Son désespoir grandit. Elle vint à mon appartement, frappant à la porte, exigeant d'entrer. Je regardais par l'œil de bœuf, silencieux. Après avoir échoué, elle cria « Ingrate !» par la porte, avant de partir en colère. L'épouse de Harrison, Cecilia, tenta alors une médiation par message privé. Elle parla de garder la paix, me demandant de régler les problèmes de la maison intelligente qui l'affectaient directement. Lumière du garage, caméra. Ma limite était ferme. Ce n'est plus mon problème. Quand elle insista en parlant d'harmonie familiale, je lui dis que la paix demandait qu'elle parle à son mari et à ma mère de leur comportement envers moi. Elle cessa de m'écrire. Oncle Harper appela ensuite, usant du classique appel à « être l'homme plus grand ». Il déplorait le stress de Harrison. Je répliquai en demandant quand Harrison avait déjà aidé quelqu'un d'autre. Il recula vers l'excuse usée. « Tu sais comment est ton frère ?» Je raccrochais. Leur vieille tactique, culpabilisation, sentiment d'avoir droit, rejet, perdaient leur effet. Ils peinaient, confus, incapables de réparer les problèmes que je ne réglais pas ou que je provoquais subtilement. Le jeu changeait. Les gènes subtils que j'avais déclenchés commencèrent à s'accumuler, créant une tempête parfaite de maux de tête technologiques et administratifs pour ma famille. La maison intelligente de Harrison n'était plus seulement défectueuse, elle était activement contre-productive. Les lumières clignotaient à des heures aléatoires, la température variait sauvagement, et la porte du garage devenait une opération manuelle, un rappel quotidien de la commodité perdue. Les amendes HOA passèrent d'avertissements à coûts significatifs, forçant Harrison à affronter le prix tangible de sa négligence. Un prix qu'il estimait clairement que je devais payer. Maman était toujours enfermée hors de sa vie digitale, incapable d'accomplir même les tâches en ligne les plus simples. Sa présence sur les réseaux sociaux, son lien avec ses amis et la famille élargie, effectivement coupés. Leur irritation initiale se mua rapidement en frustration réelle, puis en désespoir. Les appels et textos s'intensifièrent de façon dramatique. Mon téléphone devint un monument à leur panique grandissante. Les appels manqués s'accumulaient. Harrison, maman, papa, même quelques-uns plus timides de Cecilia, bien qu'elle semblât vite reculer après ma limite claire. Les messages vocaux s'entassaient, certains juste des soupirs d'exaspération, d'autres des plaintes marmonnées ou des questions confuses adressées à mon répondeur. Le chat familial, autrefois un flot décontracté de mèmes et d'autopromotion de Harrison, se dégradait en plateforme pour les messages de plus en plus frénétiques et en majuscules de maman sur des problèmes techniques et des appels vagues à l'aide, ponctués des explosions stressées de Harrison sur les amendes et dysfonctionnements. Je regardais tout ça, mais restais silencieux, observateur derrière un bouclier de détachement calculé. Leurs tentatives pour forcer le contact devinrent plus audacieuses. Ignorer les appels ne suffisait plus. Ils avaient besoin d'une confrontation directe, d'un moyen de briser la barrière que j'avais dressée. C'est alors que Harrison apparut à mon appartement. Sans prévenir, sans texto, juste la sonnerie agressive et impatiente de ma sonnette. Je regardais par l'œil de bœuf et le vis debout là, téléphone en main, le visage crispé par la frustration. Il avait l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des semaines. Bien. J'ouvris la porte juste un peu, sans l'inviter à entrer. « Tu dois réparer ma maison », déclara-t-il, la voix tendue de rage contenue, sans aucune politesse. « Rien ne marche. Maman dit que tu fais ça exprès. »
Son entitlement, même à ce moment, était saisissant. Je ne suis pas ton dépanneur, répondis-je, la voix plate, refusant la réaction émotionnelle qu'il semblait chercher. Il tenta de passer outre moi, forçant la porte à s'ouvrir davantage. Je le bloquai, restant ferme. Il me poussa à l'épaule alors, plus fort que lors de la fête, un acte clair d'agression destiné à intimider. Des années d'être poussé, littéralement et figurativement, firent céder quelque chose en moi. Je ripostai, renvoyant sa force. « Sors de mon perron, Harrison, dis-je, la voix basse et menaçante. Son visage se déforma de colère, la façade du Golden Boy craquant sous la pression. Tu détruis tout, cria-t-il, la voix montant, attirant l'attention des voisins. Tu ramènes toujours tout à toi. L'accusation ultime de ma famille, que ma douleur, ma réaction, n'était qu'un drame égoïste, centrant inconvenablement un récit qui était censé les concerner. Je ne répondis pas. Je n'expliquais pas. Je le regardais simplement, absorbant cette projection toxique familière. Puis, je claquai la porte au nez. Il resta dehors quelques minutes, sans doute à crier ou simplement à bouillir, avant de partir finalement. Le silence qu'il laissa derrière lui semblait différent cette fois, pas vide, mais chargé de la certitude que le point de non-retour avait été franchi. Plus tard dans la nuit, le téléphone a sonné. C'était le numéro de papa. Je savais que ce ne serait pas lui. C'était maman, utilisant son téléphone en dernier recours, parce que je ne répondais pas au sien. J'ai décroché, me préparant mentalement. Sa voix tremblait, mêlée à ce qui semblait être des sanglots. « Pourquoi détruis-tu cette famille ?» sanglotait-elle, lançant le sempiternel discours culpabilisant. « Tout ce que ton frère veut, c'est un peu d'aide. Tu sais combien il est stressé ?» N'a toujours à propos du stress de Harrison, jamais du stress qu'ils m'ont infligé. « Personne ne voulait que je sois à la pendaison de crémaillère, maman. » L'ai-je interrompu, ma voix stable, sans émotion. « Tu te souviens ?» Les sanglots se sont brusquement arrêtés. Silence. Puis une tentative faible et forcée de réconciliation. « C'était une erreur, murmura-t-elle, sa voix perdant son côté théâtral. Nous ne le pensions pas. Une erreur ? Ne pas inviter son fils, le traiter d'indésirable et d'erreur fondamentale devant toute la famille. Puis raccrocher. Ce n'était pas une erreur, c'était un acte délibéré de cruauté. Et nous ne le pensions pas, il le pensait parfaitement. C'était l'essence même de la façon dont il me voyait. Ouais, ai-je dit, laissant cette froide finalité flotter dans l'air. Et j'ai raccroché. Plus tard, j'ai vu, via le fil d'actualité d'une connaissance commune, que Cecilia avait posté une tirade passive-agressive dans sa story privée à propos de voisins qui ne savent pas s'occuper de leurs affaires et qui causent des problèmes, entraînant des amendes. Elle se plaignait de moi, la source de leurs problèmes, avec l'association de propriétaires, sans même le savoir. Un petit sourire amer est passé sur mes lèvres. Ils étaient tellement absorbés par leur crise fabriquée qu'ils ne voyaient pas les ficelles tirées, ni par qui. Ils étaient en colère, stressés, confus et totalement incapables de gérer le monde sans leur réparateur désigné. Tout ce sur quoi ils comptaient, tout ce qui rendait leur vie facile, se défaisait lentement mais sûrement. Pendant un instant, un petit doute. Allais-je trop loin? Puis je me suis rappelé le visage de Harrison quand il m'a traité d'indésirable. J'ai entendu la voix de ma mère m'appeler « erreur ». Je me suis rappelé plus de 20 ans à être inférieur, à être utilisé, à être blâmé. Non, je n'allais pas trop loin. Ils avaient construit ce chaos, et maintenant, ils allaient vivre dedans. Ils ne savaient toujours pas à quel point ça allait empirer. Le chaos que j'avais déclenché, ou plutôt laissé se dérouler en retirant ma gestion constante, a atteint son paroxysme. La maison parfaite et neuve de Harrison, symbole de son succès et de son indépendance, devenait une source de frustration incessante. Les pannes de la maison connectée n'étaient plus de simples désagréments. C'étaient des batailles quotidiennes contre des systèmes qui semblaient activement lui résister. Les amendes de l'association continuaient d'arriver, preuve tangible de son incapacité à gérer des responsabilités basiques que j'avais toujours prises en charge. La paralysie numérique de ma mère était totale. Son incapacité à accéder à ses comptes faisait qu'elle ratait les échéances des factures, ajoutant au stress financier ses problèmes techniques. Oncle Harper a rappelé, sa voix teintée cette fois de vraie inquiétude, rapportant que Harrison se plaignait à qui voulait bien l'écouter, complètement dépassé et rejetant la faute sur tout le monde sauf lui-même. Les plaintes dans la story privée de Cecilia confirmaient l'atmosphère de dysfonction familiale. Ils se noyaient dans des problèmes qu'ils étaient totalement incapables de résoudre. Leurs tentatives individuelles de me contacter se sont transformées en une avalanche constante. Mon téléphone vibrait sans arrêt.
Les appels s'enchaînaient, le numéro de Harrison immédiatement suivi de celui de maman, puis de papa. Si je ne répondais pas, ils laissèrent des messages vocaux longs, stressés et décousus. Ils ne cherchaient même plus à cacher leur désespoir. Les demandes polies d'aide avaient disparu, remplacées par des suppliques urgentes, exigeantes, parfois même en sanglots, jetées dans le vide de mon téléphone sans réponse. Ils ne pouvaient pas régler ça. Ils comprenaient enfin, vraiment, qu'ils ne pouvaient rien régler sans moi. Leur monde soigneusement construit de commodités et d'apparences maîtrisées s'effondrait parce que la personne qui tenait silencieusement tout ensemble était partie. Puis c'est arrivé. Le message que je savais, au fond, qu'ils enverraient un. Une notification est apparue. C'était le groupe familial sur le chat. Je ne l'avais pas complètement mis en sourdine, juste archivé, jetant parfois un coup d'œil au flot de leur panique qui se déroulait. Mais ce message était différent. C'était un nouveau fil, ou peut-être un ancien auquel je venais d'être rajouté. Et ce n'était pas seulement maman ou Harrison. C'était un cri collectif à l'aide. J'ai ouvert le chat. Le premier message venait de maman, tapé entièrement en lettres majuscules paniquées. S'il vous plaît, dites-nous comment régler ça. Nous ne le pensions pas. Là, juste là. Une admission enterrée sous la panique. Nous ne le pensions pas. Ces mots qui m'avaient meurtri, qui m'avaient catalogué comme une erreur, étaient maintenant démentis, non par remords, mais par un besoin urgent. Harrison a aussitôt répondu « Je te paierai, viens juste ». L'enfant chéri, réduit à offrir de l'argent pour l'aide qu'il avait toujours prise pour acquise. L'argent, seule langue qu'il comprenait vraiment, offert comme pot de vin. Puis Cécilia, la médiatrice qui s'était auparavant retirée, « Prenons un café, on peut trouver un arrangement ». Une négociation, une tentative d'apaisement maintenant que le chaos affectait directement son confort. J'ai lu leur message, et je n'ai pas ressenti le triomphe que j'aurais pu attendre. Pas d'amertume, même plus de colère. Juste un profond, froid sentiment de calme. J'ai pensé à la pendaison de crémaillère, aux voitures dans la rue, au rire que j'avais entendu, à la voix froide de mon frère, à l'étiquette cruelle de ma mère. J'ai pensé à toutes ces années avant ça, le blâme, les rejets, les réparations sans fin ni gratitude. J'ai pensé à moi, debout sur mon porche, poussé par mon frère, accusé de tout gâcher alors que je ne faisais que cesser de permettre leur dysfonctionnement. Ils ne le pensaient pas. Ils le pensaient entièrement à ce moment-là. Ils voulaient dire que j'étais inférieur. Ils voulaient dire que j'étais un problème. Leur détresse actuelle n'était pas la preuve d'un amour retrouvé. C'était une réaction paniquée à la perte de leurs ressources gratuites et indispensables. Ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient être les services que je rendais. Ils voulaient retrouver leur vie facile. Et ils réalisaient, trop tard, que j'en étais le prix. Mes doigts ont flotté au-dessus du clavier. Que pouvais-je dire? Que restait-il à dire? Ils avaient réduit notre relation à une transaction. Et maintenant, ils essayaient d'acheter à nouveau ma faveur, mon aide, leur commodité. Mais le prix était trop élevé. Le coût avait été payé en une vie de petites blessures et de grandes trahisons. Il n'y avait pas de réparation possible, dans le sens où ils l'entendaient. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, car, comme c'était avant, était le problème.